Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Mary Quigley. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis et plus précisément en Californie pour une affaire qui à l'époque a marqué le pays. Le 10 septembre 1977, le corps de Mary Quigley, une lycéenne, est retrouvé au petit matin. L'adolescente a été violée et étranglée. La veille au soir, elle était à une fête avec des amis. A-t-elle fait une mauvaise rencontre en rentrant chez elle? Connaissait-elle son agresseur? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Nous sommes à Santa Clara, en Californie. Une ville de 130 000 habitants située à 45 minutes de San Francisco. Ce 10 septembre 1977, comme à son habitude, un agent s'occupe de l'entretien du terrain de baseball du lycée voisin. Lorsqu'il aperçoit au loin quelque chose d'étrange, il appelle aussitôt la police. Quand j'ai vu la victime pour la première fois, j'ai été frappé par la violence du drame. Elle était nue, à l'exception de ses pieds qui étaient encore couverts. Suspendue au grillage du terrain, le corps d'une adolescente. La jeune fille est accrochée par la ceinture d'un manteau enroulé autour de son cou. Elle semble avoir été battue et étranglée. Son jean est posé à côté d'elle avec ses sous-vêtements à l'intérieur, ce qui laisse supposer qu'elle a peut-être aussi été violée. Le contenu de son sac à main est disséminé autour d'elle, mais aucune pièce d'identité n'est retrouvée. Seul gît dans l'herbe, un morceau de papier où sont griffonnés quelques chiffres. Les forces de l'ordre gèlent immédiatement la scène de crime et commencent leurs investigations. En parallèle, le proviseur du lycée dont dépend ce terrain de baseball est convoqué et arrive sur place. Peut-être pourra-t-il identifier la victime. Vous la connaissez? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. Ces chiffres vous parlent? Ce sont des combinaisons de casier. On les a remises la semaine dernière pour le début de l'année scolaire. La police retrouve rapidement le casier correspondant à la combinaison et grâce à lui, il découvre l'identité de la victime. Il s'agit de Mary Quigley, 17 ans, élève de terminale. Marie avait beaucoup d'amis. Elle était très charmante, très avenante. Elle avait la voix douce et elle était presque trop généreuse. Quand un de ses amis voulait quelque chose qu'elle avait, elle lui donnait. Je me suis toujours dit qu'en grandissant, elle allait faire de grandes choses pour le monde. Les enquêteurs interrogent tout de suite ses amis. Très vite, ils apprennent que la dernière fois où Marie a été aperçue vivante, c'est la nuit qui a précédé la découverte de son corps. Elle était à la soirée juste au bout de la rue. Vous l'avez vue là-bas? Oui, on l'a vue. C'est une grande fête de fin d'été. Une sortie exceptionnelle pour Marie qui n'est pas une habituée des soirées du lycée. Attention! Ce soir-là, elle accompagne Roger Canares, un copain de classe qu'elle voit beaucoup depuis 6 mois. Salut! Ça va mon pote? Coucou les filles! Hey, tu vas bien? Super soirée! Je vous présente Marie. Salut, ça se passe? Content de vous T'as voir. passé de bonnes vacances? Ouais, ça va. Je reviens tout de suite, ok? Tu vas où? Parlez aux gens! Amuse-toi bien! Vers 23h, Canares s'éclipse avec des amis et abandonne Marie à la fête. Elle a erré un moment dans le jardin sans vraiment s'attarder à discuter avec quelqu'un en particulier. Elle a plutôt papillonné de groupe en groupe.
Puis, selon les témoins, au bout d'1 heure environ, Marie quitte la soirée à pied, lassée d'attendre. Mais elle habite à 6 km de là, donc trop loin pour rentrer chez elle. D'après les élèves présents sur place ce soir-là, elle s'est donc sûrement rendue chez son meilleur ami, Carl Epson, qui vit tout près. Une hypothèse qui concorde avec l'emplacement de la scène de crime. Le terrain de baseball où Marie a été retrouvée est un raccourci entre la fête et chez Carl. Qui plus est, le terrain est vaste et mal éclairé. Si Marie a été suivie en sortant de la fête, c'est l'endroit idéal pour l'agresser. Pour les enquêteurs, tous les garçons présents à la soirée sont désormais des suspects potentiels. Et en premier lieu, Roger Canares, qu'elle accompagnait. Pourquoi as-tu quitté la fête? Je sais pas, on est passé chez un autre ami un moment et... Tu es retourné à quelle heure? vers 00h30. A priori, il n'était pas présent sur les lieux au moment du crime. Merci, on reste en contact. Des dizaines d'autres invités sont interrogés. Et peu à peu, un nom ressort, celui de Patrick Portina. Plusieurs personnes différentes qui étaient présentes à la fête ce jour-là ont remarqué qu'il portait une attention particulière à Mary. Afin de creuser cette piste, les enquêteurs le convoquent pour l'interroger. On a quelques questions à te poser sur tes agissements le soir du 10. Assieds-toi. Tout de suite, les enquêteurs remarquent un détail intéressant. Portina a des coupures et des égratignures sur le visage et sur le corps. Patrick, on sait que tu étais proche de Mary Quigley. Tu confirmes? Ouais? Tu lui as parlé? Non. D'où viennent ces coupures? Sur ton visage, sur tes mains? T'as dû mettre pas mal de coups? Je me suis bagarré il y a quelques jours. Après la fête. C'était pas le 10, hein, Avec qui tu t'es battu? Avec un type au lycée. C'était pour me défendre. On dirait plutôt que quelqu'un a essayé de te repousser, comme une fille qui t'aurait griffé pour se libérer de... Oh ouais! C'est n'importe quoi. Arrêtez de balancer des accusations comme ça. Je ne dis que ce que je vois. Mais après vérification de son emploi du temps le soir du meurtre, la piste s'effondre. L'adolescent a un alibi solide. Vous en êtes sûr? Portina mis hors de cause, les enquêteurs décident d'interroger Carl Epson, le meilleur ami de Mary. C'est chez lui, a priori, qu'elle devait se rendre en quittant la soirée. Pourquoi tu n'es pas allé à la fête? Tu étais où? Je suis parti tard du boulot. Il devait être 00h30. On est venu ici et on est allé à la fête ensuite. On a dû rester 1 heure. Elle était même plus là quand je suis arrivé. Vous ne l'avez pas croisé? Non. Carl travaillait dans un restaurant dans le centre-ville de San José et il n'avait pas débauché avant 00h30 passé. Il avait un ami qui travaillait également dans le même restaurant à San José et qui l'a raccompagné en voiture jusqu'à son domicile. On y va. Ensuite, il est allé à la fête, mais il est arrivé là-bas à plus d'1 heure du matin. Mary était déjà partie. Nouvelle impasse pour les enquêteurs. Tous les suspects présents à la fête ont un alibi confirmé. L'enquête n'avance pas. Quand quelques jours après le drame, la mère de Mary se présente au poste de police. Elle a une information qui pourrait bien relancer toute l'affaire. Elle croit savoir qui a tué sa fille. Je pense que c'est Keith Kearns. Keith Kearns, l'ex-petite amie de Mary. D'après sa mère, elle l'a plaqué quelques semaines avant sa mort. Elle l'avait surpris alors qu'il embrassait une autre fille. Et elle avait rompu. Je trouvais qu'il avait une très mauvaise influence sur elle. Il était blessant et mesquin. J'arrivais pas à comprendre ce qu'elle lui trouvait. À mes yeux, il n'était pas digne de confiance. L'amoureux fraîchement congédié aurait-il pu vouloir se venger par dépit ou par jalousie pour l'empêcher de sortir avec d'autres garçons? On doit savoir où tu étais la nuit du 10. Je faisais une journée continue au bowling. Ton patron peut en attester? Ouais? Tu as fini à quelle heure? Il était minuit. Tu es allé où après? Je suis rentré. Quelqu'un peut le confirmer? Ma mère était là. Tu es rentré tout de suite? Tu n'as pas été à la fête pour la voir? Je suis pas allé à la fête.
On va vérifier ça au bowling. On va parler à ton patron et vérifier ta carte de pointage pour voir à quelle heure tu es parti. Pour le moment, tu peux y aller. Mais là aussi, toutes les déclarations de Keith sont confirmées. 4 mois après le drame, l'enquête est au point mort. J'allais très souvent sur les lieux, et ce n'était qu'un bout de terrain désolé couvert de mauvaises herbes à l'époque. Je voulais marquer l'emplacement, parce que d'autres personnes s'y rendaient aussi en sa mémoire de temps en temps. Alors j'ai fait une stèle et je l'ai plantée dans le sol. À l'endroit précis où on l'a trouvée, avachie d'eau au grillage sur le terrain. Pendant 6 longues années, aucun nouvel indice ne vient relancer l'enquête. Mais en 1984, Ted Kitch se voit confier l'affaire. Un de mes supérieurs hiérarchiques m'a demandé de reprendre le dossier et de déterminer si l'affaire pouvait ou non être résolue et si nos ressources nous permettaient de faire quelque chose qui nous était impossible en 77. Je lui ai répondu, bien sûr, je vais me pencher dessus et voir s'il y a quelque chose à faire. Il reprend un à un tous les éléments de l'enquête. L'observation du corps indiquait qu'elle avait été traînée sur une certaine distance jusqu'au grillage où elle avait été attachée, puis elle avait été violée. Selon moi, elle était sûrement déjà morte au moment où on l'avait attachée. Ted Kitch examine tout le dossier et arrive à la même conclusion que ses prédécesseurs. Il est convaincu que le meurtrier de Marie était présent à la fête où elle a été vue pour la dernière fois. J'ai parcouru des tonnes de rapports, des tonnes d'entretiens, et j'ai essayé d'élaborer une chronologie incluant toutes les personnes présentes à la fête, avec leurs heures d'arrivée et de départ, en particulier celles qui avaient été identifiées en train de discuter avec Mary ou de lui prêter attention. Il établit une nouvelle liste de 11 suspects potentiels qui ont tous quitté la soirée dans le même intervalle que Marie. J'ai vérifié les casiers judiciaires de chacun d'entre eux et je suis resté bouche bée. Parmi ces 11 individus, tous avaient des antécédents criminels et plusieurs d'entre eux avaient été inquiétés pour des affaires d'agression sexuelle. Mais là encore, c'est l'impasse. Aucun de ces invités ne s'avère lié au meurtre de Marie. L'affaire s'enlise pour la seconde fois. Parfois, une enquête en arrive à un point où l'on n'a plus rien à en tirer. On n'a plus aucune piste à suivre, on n'a aucun indice, pas la moindre pièce à conviction à faire analyser. On se retrouve à l'arrêt et l'affaire finit par être classée sans suite. En 2001, Ted Kitch prend sa retraite. Il referme le dossier Marie Quigley sans avoir pu percer le mystère de sa mort. Je suis sûr que dans la brigade, les inspecteurs passaient leur temps à se demander s'ils avaient des nouvelles de l'affaire Marie Quigley. Les années passaient, mais la police s'intéressait toujours à l'enquête. Elle était toujours dans l'air. Alors, quand Wade Kazem et Michael Chambry réouvrent le dossier presque 30 ans après les faits, ils espèrent vraiment pouvoir résoudre cette affaire qui hante la police de Santa Clara. Je me suis refait le scénario des centaines de fois dans ma tête pour savoir comment elle s'est retrouvée là, à l'endroit où elle a rendu son dernier souffle. Où elle allait comme ça. D'après moi, Marie a été surprise par son agresseur. Oui, pitié. Non, arrête. Je n'ai jamais cru que Marie était venue là de son plein gré avec son meurtrier. Pour moi, il semblait évident que c'était forcément quelqu'un qui connaissait bien les lieux, quelqu'un qui était venu ici très souvent et qui savait qu'il pourrait commettre ce crime et prendre la fuite sans être vu ni entendu. L'enquêteur est aussi convaincu que la mise en scène du corps de Marie pendu au grillage peut fournir de précieux renseignements sur le profil du tueur. Il faut brasser le plus large possible tout en essayant de rester logique. Pour moi, le message était « Regardez ce que j'ai fait ».
Les enquêteurs se replongent dans la scène de crime, car chaque détail compte. Le nœud autour de son cou, par exemple. Quel genre de nœud c'était? Qui ferait un nœud pareil? Est-ce que n'importe qui pourrait le faire ou est-ce qu'il est caractéristique d'une profession où il est très pratiqué? On s'attarde sur ces détails. On examine le contenu de son sac qui était éparpillé. Pourquoi était-il sans dessus-dessous? Est-ce que le tueur cherchait quelque chose? Est-ce qu'il a volé quand elle s'est fait agresser? Est-ce qu'elle a frappé le tueur avec? Ou est-ce qu'il a glissé de son bras pendant l'attaque? On examine différents aspects de la scène de crime en essayant de mieux l'appréhender, de comprendre ce qui est passé par la tête du meurtrier pour que ça aboutisse à ça. En presque 30 ans, la police scientifique a aussi fait d'immenses progrès. Grâce à elle, les enquêteurs vont peut-être enfin pouvoir faire parler certains indices prélevés sur la scène de crime. Il y avait beaucoup de pièces à conviction dans cette affaire. Il devait y en avoir environ 6 boîtes pleines. J'ai pris rendez-vous avec la greffière et je lui ai demandé de me sortir tous les indices biologiques gardés au congélateur. Voyons voir. Et là, bonne surprise. L'inspecteur découvre que ces indices ont été soigneusement conservés durant toutes ces années. Une précaution qui va s'avérer très payante. Waouh! Des lames de 77. Les anciens enquêteurs avaient eu la prévoyance de recueillir, sur des lames de microscope recouvertes d'une fine couche de film plastique, du liquide séminal prélevé sur le corps de Marie. Et, incroyable mais vrai, 30 ans plus tard, en 2005-2006, on s'est servi de cette pièce à conviction. Ici Kazem. J'ai besoin de faire des tests ADN au plus vite. Kazem et Chembri mettent tous leurs espoirs dans ces tests. Pour eux, c'est leur dernière chance de pouvoir enfin identifier le meurtrier de Marie Quigley. Depuis 2005, il existe en effet un fichier national des empreintes génétiques qui recense tous les criminels. Et qui sait, celui qui a tué Marie est peut-être fiché. Après 3 semaines d'attente, les enquêteurs reçoivent enfin les conclusions de leur requête. Excuse-moi. Chembri, je vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Aucun résultat. Terrible déception pour les enquêteurs. L'ADN du tueur n'apparaît pas dans la base de données nationale. Il n'appartient à aucun criminel déjà recensé. Mais Kazem et Chembri disposent quand même d'une preuve capitale, l'ADN du tueur. Ils décident alors de le confronter à l'ADN de tous les garçons interrogés au fil de l'enquête. La plupart des hommes qu'on a contactés n'avaient pas donné d'échantillon, et aucun échantillon à leur nom n'était disponible dans le système. Du coup, on a dû aller sur le terrain et récupérer les échantillons un par un. Ça nous a ouvert les yeux. Plusieurs suspects potentiels étaient vraiment sur la défensive et certains ont même refusé de nous donner un échantillon. On a dû faire appel à un avocat pour obtenir leur ADN. Salut, ça va mon pote? Quant à Roger Canares, que Marie accompagnait à la fête, les enquêteurs apprennent qu'il est mort. Sans ADN, comment savoir si ce n'est pas lui, le violeur et le tueur? On peut utiliser l'ADN d'un frère ou d'une sœur pour vérifier qu'il ne présente pas de similitude avec le sperme. Canares a bien un frère, mais il est sans abri. Les enquêteurs partent à sa recherche et finissent par le retrouver au bout de 6 mois. Vous vous appelez bien Canares? Ouais. Frère de feu Roger Canares? Oui. Accepteriez-vous de faire un test ADN pour qu'on sache si on peut le disculper? Oui, sans problème. Ouvrez grand la bouche. Peine perdue, les résultats disculpent Roger Canares. Les enquêteurs décident alors de prélever l'ADN de l'ancien petit ami de Marie, Keith Kearns. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à Marie Quigley. Je n'ai jamais pu me la sortir de l'esprit. Je serais ravi de coopérer de n'importe quelle manière. ADN, polygraphe, ce que vous voulez. L'ADN suffira. D'accord.
J'ai fourni 2 prélèvements et j'ai été innocenté. À juste titre. Vient le tour de Carl Epson. Carl Epson était le meilleur ami masculin de Marie. Elle lui disait tout, elle lui racontait ses problèmes personnels, elle lui parlait de ses histoires de cœur. Et ils discutaient beaucoup quand ils étaient au lycée. Ils n'avaient pas de relation amoureuse. Il l'aimait beaucoup, mais comme on aime sa meilleure amie. Quand on l'a rencontré, plus de 20 ans après les faits, il était devenu alcoolique. Mais il avait une vie normale, il travaillait, il avait une famille. Et lui aussi est disculpé par son ADN. Plus d'une dizaine d'autres personnes, parmi lesquelles des amis, des connaissances de mairie et des gens dont la rumeur disait qu'ils avaient quelque chose à voir avec le meurtre, ont subi des tests ADN et ils ont tous été écartés. En général, dans ce genre d'affaires, on essuie beaucoup d'échecs. Il faut accepter que ça ne sera pas facile et que c'est pour ça que l'enquête n'a jamais abouti. Il faut simplement ouvrir la porte qui nous mènera au coupable. Chembry et Kazem se retrouvent à leur tour dans l'impasse, comme leurs prédécesseurs. À un détail près, l'ADN du tueur est maintenant intégré au fichier national des empreintes génétiques. Or, ce fichier est régulièrement alimenté par l'ADN de nouveaux criminels. Peut-être qu'un jour, il livrera enfin un nom. Vous voulez bien répéter? Richard Archibeck? Richard Archibeck est un délinquant sexuel âgé de 47 ans. Après une agression, son ADN est inséré au fichier. Et là, coup de théâtre, il correspond à celui du violeur de Marie. D'accord, merci. Mais pourquoi cet homme n'a-t-il pas été interrogé plus tôt, au cours de l'enquête? Il ne faisait pas partie des jeunes présents à la fête. On ne lui connaissait pas de relation avec Marie. Et il n'était pas dans son cercle d'amis. Je savais que ça arriverait. Déconcertés, Kazem et Chembry épluchent à nouveau le dossier. Et là, nouveau rebondissement. Ils découvrent que ce Richard Archibeck apparaît bien au cours de l'enquête sur le meurtre de Marie. Le voilà. Le voilà. Son nom était dans un rapport additionnel de 1979 dressé par un sergent à la retraite, qui l'avait interrogé suite à son arrestation pour un crime similaire sur une autre victime féminine. En 1979, soit 2 ans après le meurtre de Marie, un homme tente de violer une adolescente à quelques pas du terrain de baseball où Marie avait été retrouvée morte. Non, arrête! Il avait abordé une jeune fille à peu près du même âge que Marie. Il l'avait emmenée sur un terrain vague avant de l'étrangler et de la forcer à avoir un rapport sexuel. Elle avait également été blessée au visage et au cou, des lésions très semblables à celles de Marie. Non! Sauf que cette fois-là, la lycéenne s'en sort vivante et va porter plainte à la police. Vous sauriez nous le décrire physiquement? Vous vous rappelez à quoi il ressemblait? Ses cheveux étaient longs et bruns et il avait un œil de verre. Avec une telle particularité, la police n'a aucun mal à le retrouver. Il est trop bizarre. En 1977, Richard Archibeck était inscrit au lycée, mais il n'y allait pas beaucoup. C'était un solitaire. Il n'avait pas du tout d'amis. C'était un drôle d'oiseau. Il avait un œil qui vous regardait et l'autre partait complètement sur la gauche. Il n'avait pas l'air de vouloir rester en place. Je crois qu'on peut dire qu'il avait un strabisme assez sévère. Archibeck n'a pas d'amis. Beaucoup le trouvent étrange, d'autant que pour compenser sa petite taille, il met des talons de 8 cm. Les chaussures qu'il portait lui donnaient un petit air de Frankenstein. Elles lui donnaient une démarche bizarre. Archibeck est condamné à 6 ans de prison pour l'agression de la lycéenne. À l'époque, la mort de Marie Quigley est encore dans toutes les mémoires. Alors, quand l'enquêteur qui envoie Archibeck en prison apprend qu'il était allé au lycée avec Marie, il s'interroge forcément. Et si Archibeck était le meurtrier? Avez-vous tué Marie? Il lui a demandé son détour s'il était impliqué dans le meurtre de Marie.
Il a répondu qu'il ne connaissait Marie que de vue, mais qu'il avait entendu parler du meurtre et qu'il n'avait rien à voir là-dedans. En effectuant quand même des recherches, le policier ne trouve aucune preuve qu'Archibek était à la fête, ni qu'il avait approché Marie ce soir-là. Alors il ne va pas plus loin. Il transmet juste son rapport aux enquêteurs qui travaillent sur cette affaire. Et ce fameux rapport est glissé dans le dossier Marie Quigley. Pendant ce temps, Archibek purge sa peine pour l'agression de l'autre lycéenne. Une fois sorti, comme tout délinquant sexuel, il est censé fournir un échantillon d'ADN pour la base de données. Mais il n'en fera rien Richard, jusqu'en 2006, où son conseiller d'insertion et de probation finit par le rattraper. je ne vais pas y aller par quatre chemins. Soit vous donnez un échantillon d'ADN, soit vous retournez en prison. Acculé, Richard Archibek finit par fournir son ADN. Et c'est ainsi que son nom surgit dans l'affaire Marie Quigley. Si pendant des années il est passé entre les mailles du filet, dorénavant, il a Kazem et Chembry à ses trousses. Archibek! Pour nous, Archibek ne méritait pas de passer un jour de plus en liberté. On s'est dit que deux agents de police en costume de ville, qui frappent à sa porte en pleine journée, ça ne devrait pas l'alarmer outre mesure. On se trompait lourdement. C'est pas lui là-bas? C'est lui. C'est lui. Il s'échappe. Bon. Allô? Ici Chembry. On veut seulement vous parler. Ah bon? C'est que je suis en Californie du Sud en ce moment. Vous mentez, on vous a vu vous enfuir. Je vais devoir vous rappeler, parce que je suis en train de faire des travaux chez une famille en Californie du Sud. Je sentais qu'il essayait de gagner du temps au bout du fil. J'entendais presque son cerveau tourner à plein régime. Comment je vais m'en sortir? Où je peux aller? Comment je peux m'en dépêtrer? Je lui ai dit, j'ai besoin de vous parler. Et il m'a dit, pas de problème, je viendrai lundi. J'ai dit, non, je veux vous parler maintenant. Il a dit, d'accord, je serai au poste dans 20 minutes. Archibek. Pourquoi vous êtes venu chez moi? On a rouvert l'enquête sur le meurtre de Marie Quigley. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il essayait d'évaluer ce qu'on savait, ce qu'il attendait, ce qui allait se passer, mais il était impassible. Vous vous droguiez au lycée, Richard? Vous formez un duo comique, c'est ça? Vous me faites une sorte de petit numéro, non? C'était il y a une éternité, mon vieux, une éternité. Mais Richard Archibek change vite de ton quand il apprend que son ADN est lié à l'une des plus grosses affaires de meurtre de l'histoire de Santa Clara. Il prend un avocat. Et il adopte une stratégie de défense des plus basiques. Il assure que Marie et lui avaient couché ensemble de manière consentie, plus tôt dans la journée. Mais les analyses de la scène de crime reportées dans le dossier contestent cette version. La preuve ADN indiquait qu'ils n'avaient pas pu se retrouver plus tôt dans la journée pour coucher ensemble. C'était donc qu'il l'avait violée et tuée et il était le dernier à l'avoir vue vivante. Car il n'y avait aucune trace du sperme de Richard Archibek sur les sous-vêtements de Mary. Ce qui prouvait qu'après qu'il lui avait enlevé, elle ne les avait plus jamais remis. Pour consolider leur accusation, Kazem et Chembry cherchent un autre élément qui pourrait prouver la présence d'Archibek sur le terrain de baseball, la nuit du meurtre. Les enquêteurs d'origine avaient récolté toutes sortes de pièces à conviction sur la scène de crime. On avait tous ses vêtements et le contenu de son sac à main. Et on avait même des brins d'herbe que les policiers avaient coupés, mis de côté et préservés dans le dossier depuis 30 ans. On a trouvé un mélange d'ADN sur les brins d'herbe prélevés juste sous le corps de Mary. Et il s'agissait des ADN de Mary et de Richard Archibek. Cette fois encore, Archibek est confondu par son ADN. C'est certainement lui qui a violé Marie sur le terrain de baseball. Tout l'accuse. Une hypothèse confortée par un dernier coup d'éclat du suspect. Il va définitivement sceller son sort en se vantant du meurtre auprès d'un codétenu. Il parlait à travers les barreaux et Archibek a déballé tout ce qui s'était passé. Tu veux que je te dise?
Archie Beck, lui raconte que cette nuit-là, il était survolté et prêt à tout. Je savais qu'il faisait des fêtes tous les week-ends, ça ne ratait jamais. J'ai pris ma voiture, je me suis planté devant la maison et j'ai attendu qu'elle sorte. Salut. Je peux t'accompagner? Non. Oh, allez. Allez, quoi? Allez. Tu veux pas embrasser un mec comme moi? Oh mon Dieu! Non! Allez. Les gens ne se rendent pas compte, et surtout les jeunes filles, qu'une chose pareille peut arriver à tout moment. Que face à des gens pareils, vous n'avez aucune chance. Je pense qu'après l'avoir tué, il s'est mis en tête qu'il aurait peut-être un moyen de s'en tirer s'il arrivait à donner l'illusion qu'elle s'était suicidée. Mais il manque de force pour hisser le corps et maquiller le tout en pendaison. La mise en scène est ratée. Accablé par ses aveux et désigné par son ADN, Richard Archie Beck est reconnu coupable du meurtre de Mary Quigley. Il est condamné à 7 ans de prison, reconductible à perpétuité. 30 ans après le drame, le dossier peut enfin être refermé. On ne s'en est pas réjoui, parce que ça n'allait pas ramener Mary à la vie. Mais c'était une satisfaction de savoir que justice avait été rendue. J'ai passé 29 ans à me demander qui avait fait ça et pourquoi il ne le trouvait pas. Ça m'a redonné foi en l'humanité. Savoir que quelqu'un avait continué de chercher pendant tout ce temps et avait fini par le trouver. Quand j'ai vu Janice, la mère de Mary, descendre les escaliers du tribunal, elle s'est arrêtée devant moi et elle m'a dit « Pendant toutes ces années, je croyais que tu avais tué ma fille. » Et j'ai dit « Je l'aimais, pourquoi je l'aurais tuée ?» Je pense que Janice ne m'en veut plus maintenant, parce qu'elle sait que je n'avais rien à voir avec le meurtre de sa fille. Peut-être qu'elle n'appréciait pas beaucoup ce qu'on faisait à l'époque, et honnêtement, je peux le comprendre. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Un vieil ami m'a appelé et il y avait un tourbillon d'émotions qui se bousculait dans mon esprit. Des milliards de choses me sont passées par la tête et encore aujourd'hui, des années plus tard, je n'ai toujours pas assimilé tout ça. J'ai toujours du mal à y croire. C'est ahurissant. J'étais content qu'on ait trouvé le coupable. C'était une journée riche en émotions. Ça faisait du bien. Ça a montré à la communauté que la police n'abandonne jamais. Et ça a montré aux meurtriers que même 30 ans après les faits, on pouvait les retrouver. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Quel est votre nom? Dimanche 14 janvier 2018, à Perris, en Californie. Une jeune fille paniquée est immobile au milieu d'un carrefour. Elle est au téléphone avec le service d'urgence américain, le 911. Elle s'appelle Jordan Turpin. Je vis dans une famille de 15 personnes et mes parents nous maltraitent. Ils nous maltraitent et 2 de mes petites sœurs sont enchaînées. Au bout du fil, c'est une jeune fille de 17 ans. Stéphane Manka,
journaliste, spécialiste des faits divers. Qui dit « Je viens de m'enfuir de chez mes parents », c'est absolument l'horreur, venez nous délivrer. Au secours, mes 12 frères et sœurs sont retenus prisonniers chez moi. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Dont 2 qui seraient retenus, attachés par des cadenas et des chaînes dans sa propre maison familiale. Elle explique qu'elle se serait évadée par la fenêtre de chez elle, seule, avec le téléphone de sa mère. Et ce qu'elle raconte à l'opératrice est glaçant. Ça sent les excréments, on ne nous lave plus, on va mourir, mais quasiment on va mourir d'étouffement. C'est ce qu'elle dit. Il faut déjà imaginer, simplement en termes d'odeur olfactive, ce que ça doit être, ce que cette fille subit. De fil en aiguille, l'affaire est quand même prise assez au sérieux parce que cette jeune fille au téléphone a l'air véritablement paniquée. Ce qui est fou, c'est que cette fille va raconter en fait à son interlocuteur je me suis enfuie de chez moi, mais après je savais pas quoi faire parce que je ne connais même pas les alentours de chez moi. Venez nous délivrer s'il vous plaît, venez nous délivrer. L'adolescente a 17 ans. Elle raconte qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Il lui est donc impossible de leur indiquer une adresse. Les policiers vont devoir la localiser grâce à son téléphone portable. Elle se trouve à Perris, à 100 km au sud de Los Angeles. Une patrouille est aussitôt envoyée sur place. Lorsque la police intervient, François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. Elle a un premier choc. On est vraiment dans la banlieue résidentielle américaine typique, qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent. En fait, c'est un peu l'archétype du quartier pavillonnaire tranquille en Amérique suburbaine, je dirais. En fait, les gazons sont bien taillés, il n'y a rien qui dépasse, il y a de belles voitures, de belles maisons. On ne s'imagine pas que se joue un drame familial qui est peut-être le drame familial le plus terrible de l'histoire récente des États-Unis. Il est 18h et la police recherche activement l'adolescente. Il sillonne toutes les rues dans le secteur où elle a été localisée. Et soudain, à l'angle d'une impasse, il voit une jeune fille, seule, l'air hagard. Quand ils arrivent, déjà, rien que de voir cette petite fille dans la rue, c'est déjà en soi une vision d'horreur. Ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à une fille de 17 ans. Ils tombent sur une gamine qui a l'air d'en avoir 10, quoi. Elle a l'air vraiment chétive, pour ne pas dire malade, souffrante. Elle souffre clairement de dénutrition. L'adolescente confirme. C'est bien elle qui a passé l'appel. Elle leur indique qu'elle vit à 2 pâtés de maison d'ici, dans une villa cossue, chez Louise et David Turpin, ses parents. La police s'y rend aussitôt. Lorsque les policiers arrivent... Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie. Ils s'adressent aux parents, mais les parents sont totalement stupéfaits parce que pour eux, la situation est tout à fait normale. Donc la première réaction des policiers, c'est de se dire qu'est-ce que l'on fait là? Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas. Et puis très rapidement, ils vont s'apercevoir d'un deuxième choc. L'extérieur, c'est la maison américaine, la villa américaine parfaite, mais l'intérieur est jonché d'immondices. Se dégage de l'entrée déjà une odeur pestilentielle et on comprend assez vite, enfin en tout cas les policiers, qu'il se passe visiblement des choses assez terribles à l'intérieur. Les enquêteurs n'ont plus de doute. Ce qu'ils aperçoivent derrière la porte confirme le signalement de l'adolescente. C'est un capharnaüm et l'air est irrespirable. Ils veulent en avoir le cœur net. Que cachent les parents Turpin à l'intérieur de la maison familiale? Ce qu'ils vont découvrir, eh bien, est totalement inédit. Ces policiers n'en reviennent pas. Ce sont tout simplement des enfants qui sont enchaînés à des lits, qui sont prisonniers de leurs propres parents. En fait, c'est quasiment un univers concentrationnaire que découvrent les policiers. Ces enfants cadenassés, enchaînés, mal nourris. On n'a pas l'impression d'être au XXIe siècle. Un autre enfant est enfermé dans un placard, les mains attachées, dans l'obscurité totale.
La vie de tous ces enfants était forcément dans un état de danger extrême. Au total, ils sont 10 filles et 3 garçons, âgés de 2 à 29 ans, cloîtrés dans leur chambre et prisonniers de leurs parents. Certains sont ligotés à leur lit. Tous vivent dans le noir, dans leurs excréments. Pour les policiers, pas de doute, ils souffrent de malnutrition sévère. Louise et David Turpin sont arrêtés sur le champ. Les enfants sont transférés à l'hôpital. Mais comment ces parents ont-ils pu mettre en danger la vie de leurs 13 enfants sans éveiller le moindre soupçon ? Le lendemain, c'est l'Amérique tout entière qui se réveille en découvrant avec stupeur ce drame familial. This is a CBS 4 News update. 13 enfants retrouvés dans une maison, dont certains enchaînés à leur lit. Le procureur déclare que c'est le pire cas d'enfants maltraités qu'il n'a jamais vu. Le courage de Jordan a permis de dévoiler toute l'horreur à l'intérieur de cette maison. Les enfants étaient mal nourris, ils étaient très sales. L'une des victimes de 29 ans ne pèse que 37 kilos. L'onde de choc aux États-Unis est très importante pour une raison simple. C'est un crime qui est perpétré par une famille, par un couple, dans ce pays de l'enfant roi, dans ce pays où la famille, peut-être que la valeur américaine, c'est d'abord la valeur familiale. Très vite, l'affaire dépasse le continent américain. Surnommée la maison de l'horreur par les journalistes, la presse en fait sa une partout dans le monde. Les États-Unis, avec cette affaire qui a fait le tour du monde. La maison de l'horreur. On a découvert une maison dans laquelle étaient enfermés 13 frères et sœurs depuis des années. À Perris, en Californie, l'enquête démarre. La police perquisitionne la maison et passe au crible toutes les pièces. En fouillant les chambres des enfants, les enquêteurs découvrent des placards remplis de cahiers. Et à la lecture des premières pages, ils sont sidérés. Ils ont entre les mains des dizaines de journaux intimes au contenu terrifiant. Ça va constituer la preuve indubitable de ce qui s'est passé, non pas seulement pendant quelques mois, mais pendant de nombreuses années. François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. Les enfants vont décrire par le menu détail toutes les tortures physiques et psychologiques qu'ils ont endurées. C'est vraiment aujourd'hui, papa a fait ça. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Aujourd'hui, maman a fait ça. Et ce qui est terrible, c'est quand on lit des phrases du type « Aujourd'hui, papa a encore étranglé tel frère » ou pour une ânerie en plus. Il va les plonger la tête dans l'eau froide de la baignoire jusqu'à quasiment les noyer. Il peut s'emporter jusqu'à être à la limite de les tuer. Page après page, ils décrivent leur enfer au quotidien. Ils doivent dormir 20 heures sur 24 pour ne pas déranger leur père et leur mère. Ils ne sont autorisés à prendre qu'une seule douche dans l'année. Et pire encore, les enfants évoquent des fêtes de famille où leurs parents se seraient montrés cruels. Pour Noël, par exemple, les parents achetaient de cadeaux aux enfants. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ils n'avaient même pas le droit de déballer. Vous offrez des jouets à vos enfants et vous leur interdisez d'ouvrir les paquets et de jouer évidemment avec ce que vous leur offrez. Et d'ailleurs, quand les enquêteurs vont quelquefois déballer ces cadeaux, on s'aperçoit que c'est des boîtes de carton vides et qu'il n'y a rien à l'intérieur dans la plupart des cas. Une torture psychologique qui ne s'arrête pas là. Les enfants racontent une anecdote qui dépasse l'entendement. C'était avec leur mère. Encore une fois, elle a un tel vice qu'elle est capable de faire des gâteaux, elle cuisine des gâteaux, mais vraiment à l'américaine, ces fameuses pailles qu'on met au bord de la fenêtre, etc. Parce que personne ne se doute qu'à l'intérieur, en fait, il y a 13 gamins qui sont affamés et ils n'en mangeront rien. Et même, elle leur dit, vous voyez ces tartes, vous ne les mangerez pas, vous ne les approcherez pas.
Donc il y a une sorte de perversité de la torture. Ce n'est pas seulement une dégradation de la situation dans cette famille, c'est véritablement de torture organisée. Les enfants étaient les souffres-douleurs de leurs parents. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi les parents Turpin se sont-ils ainsi acharnés sur leurs enfants pendant toutes ces années ? Lorsque Louise et David se rencontrent dans leur Virginie natale, rien ne laissait présager un tel drame. En 1985, elle a 16 ans, lui 24, et c'est le coup de foudre. Très vite, ils se marient et ils s'installent au Texas pour fonder leur famille. David et Louise Turpin. Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie. Faut au moins leur reconnaître le fait qu'ils semblent un couple tout à fait uni et très amoureux l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui les réunit, c'est un peu ce goût pour la religion. Ils sont tous les deux issus de la mouvance pentecôtiste. Ils disent qu'ils ont reçu un moment comme une révélation divine leur demandant de faire une famille nombreuse. On dit famille nombreuse, famille heureuse. C'est en tout cas l'image que renvoie cette famille au départ de l'histoire. David Turpin est ingénieur en aéronautique. Il a des revenus confortables, 115 000 $ par an, de quoi permettre à Louise de rester mère au foyer. Et la famille s'agrandit, 13 enfants au total. Mais en 2010, un événement vient bouleverser leur vie. Ce qui va faire la bascule finalement, c'est quand David va perdre son travail. Alors non seulement il perd plus de 100 000 € de revenus par an, parce qu'il gagnait très bien sa vie, mais surtout, le couple se retrouve dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. Et finalement, ensuite, c'est un naufrage. Les époux Turpin vont se déclarer en faillite personnelle plusieurs fois, 240 000 $ de faillite. Ils se sentent acculés. Ce qui va les plonger d'autant plus dans ce monde et cet univers d'abus sur les enfants et de maltraitance. Pour moi, ça ressemble presque à un phénomène de vengeance sur ses propres enfants. On a échoué en tant que parents dans notre vie professionnelle, mais c'est pas sa propre faute, c'est la faute des autres, toujours. Et là, les souffres-douleurs, c'est les enfants. Conséquence, le couple multiplie les sévices sur les enfants. Fin 2010, ruinés, ils quittent le Texas et ils emménagent à Perris, là où la police les arrêtera 8 ans plus tard. C'est ici, en Californie, que la famille chavire complètement. En interrogeant Elisabeth Flores, la sœur de Louise, la police découvre que le couple a tourné le dos à la religion pour des pratiques beaucoup plus inquiétantes. En fait, dans cette famille, on est passé quasiment de la bigoterie au satanisme, à la sorcellerie, parce que le père et aussi la mère, assez rapidement, sont passés de propos religieux assez classiques à quelque chose d'absolument irrationnel, de presque paranormal. L'intérêt chez les Turpin pour les sciences occultes vient essentiellement de Louise. C'est elle qui est passionnée par la démonologie. Elle est presque sur le point de devenir sataniste. Elle a une planche de Ouija qui sert à communiquer avec les esprits. Les policiers qui enquêtent là-dessus comprennent assez rapidement que c'est cette dérive vers le satanisme, vers l'irrationnel, qui a peut-être poussé les parents et surtout la mère à enchaîner ses enfants pour qu'ils soient peut-être pas atteints par les forces du mal ou ce genre de choses. Pour les enquêteurs, ces pratiques n'excusent en rien la violence, mais elles sont la preuve que le couple est à la dérive. Pendant cette période, ils s'adonnent à de nouvelles expériences, loin du puritanisme de leur début.
Ils vont aller jusqu'à pratiquer l'échangisme. En tout cas, c'est ce que Louise raconte à sa sœur dans un appel. Sa sœur est extrêmement surprise. Louise aurait raconté que parfois ça lui arrivait d'aller draguer des hommes dans les bars et de les ramener à l'hôtel avec son mari et de coucher avec eux devant son mari. Cette famille qui à l'origine est puritaine, eh bien, va totalement sombrer et dévier dans quelque chose de complètement différent au fur et à mesure des années. Le couple se montre de plus en plus violent envers les enfants. Mais comment ces parents tortionnaires ont-ils pu agir sans être repérés ? Dans le quartier, les voisins sont tous interrogés. Ils n'ont jamais rien vu d'inquiétant. C'était impossible d'imaginer ce qu'il se passait derrière ces murs. Les enfants étaient quasiment invisibles. La seule fois où je les ai aperçus, à part à Noël, ils sont sortis de la voiture et direct à la maison. C'est tout. Cette situation est rendue possible par le fait que les enfants apparaissent très très rarement, pour ne pas dire jamais, en plein jour. Lorsque les voisins les aperçoivent, c'est quelquefois aux fenêtres à l'étage de la maison, mais uniquement lorsque la nuit est tombée. Activité de nuit, école à domicile, les Turpin se sont rendus invisibles, au point que dans le quartier, on les surnomme la famille vampire. Aucun enfant ne sort jamais de la maison de l'horreur. Pendant presque 10 ans, ils ont aussi trompé tous leurs proches, car Louise et David ont élaboré une stratégie. Ils affichent un bonheur sans faille qu'ils partagent régulièrement sur les réseaux sociaux. Famille et amis ne se doutent donc de rien. Ils sont même les témoins virtuels de leur vie idéale, comme en février 2013, où le couple publie des images qui font parfaitement illusion. Alors on peut penser à une vidéo en particulier à Las Vegas, qui est une vidéo où on voit les filles avec des petites robes, toutes les mêmes, des petites robes à carreaux roses. François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. Les garçons très bien habillés avec leur cravate et un faux Elvis Presley, un sosie de Elvis Presley. Là, on est vraiment dans le registre de la famille américaine classique et idéale. For my darling, he loves you and he always will. Ils se sont mariés à 3 reprises, dans 3 cérémonies différentes à Las Vegas, qui est le cliché ultime du mariage américain. Sur Internet, les parents Turpin postent aussi des photos d'eux avec leurs enfants. Ils sont tous sourires et apprêtés pour l'occasion. Des clichés symboliques qui cachent une réalité beaucoup plus sombre. Il faut aller chez Disney. Disneyland, pour les Américains, c'est une institution. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Donc il faut y aller. Et donc là, on emmène les gamins. Regardez, on est formidable, on est tous à Disney, machin, etc. On sent que le couple a besoin... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. ...de renvoyer cette espèce de carte postale de la famille idyllique en Amérique. Les Turpin passent au travers des mailles du filet, tout simplement parce que ils ont une façade de normalité absolue. Les psychologues se disent qu'il y a là une volonté de camoufler la réalité, une vraie entreprise destinée à maquiller le crime. Mais au-delà de cette mise en scène, le couple exerce aussi une emprise totale sur ses enfants. Même lors de ses sorties en famille, la fratrie ne tente rien. Entre isolement et peur des représailles, impossible pour eux de s'enfuir. Il y a un emprisonnement qui est physique, qui est doublé par un enchaînement mental. On assiste chez les Turpin un petit peu ce qui se passe dans les phénomènes sectaires, c'est-à-dire un lavage du cerveau total. Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie. Physiquement, psychologiquement, absence de repères, absence de contact avec le monde extérieur. Certains des enfants qui étaient majeurs ne savaient pas à quoi servait une force de police,
ne savaient pas qu'il existait des hôpitaux. C'est complètement stupéfiant. Jusqu'à ce dimanche 14 janvier 2018, où Jordan Turpin trouve enfin le courage de s'échapper et de dénoncer leurs sévices. Ce jour où le monde a découvert l'horreur en Californie. Le 22 février 2019, un an après leur arrestation, le procès de Louise et David Turpin s'ouvre au tribunal du comté de Riverside. C'est toute l'Amérique qui veut voir les parents tortionnaires sur le banc des accusés. Avec une question au bout des lèvres, comment ont-ils pu agir ainsi avec leurs enfants pendant des années? Et surtout, à quelle peine vont-ils être condamnés? Le couple doit répondre de 50 chefs d'inculpation, dont ceux de torture, séquestration et maltraitance d'enfants. Au premier jour des débats, seuls les deux aînés ont trouvé la force de venir parler à la barre. Mes parents m'ont volé ma vie, mais je l'ai récupérée. Je vais à l'université maintenant et je vis de façon indépendante. Je crois que tout arrive pour une raison. La vie a été dure, mais elle m'a rendue plus forte. Et je me suis battue pour être la personne que je suis. Parfois, j'ai encore des cauchemars de toutes ces choses qui nous sont arrivées. Comme ces chaînes qui nous ont retenus et les fois où on était battus. Mais ça, c'est le passé et je dois vivre le présent. J'aime mes parents et je dois leur pardonner pour tout ce qu'ils nous ont fait. En entendant la souffrance de leurs enfants, mais aussi leur clémence, Louise et David Turpin s'effondrent. Ils semblent avoir réalisé la gravité de leur crime. Mais comment vont-ils pouvoir se justifier? C'est au dernier jour d'audience qu'ils prennent enfin la parole. Je suis désolée pour toutes les choses que j'ai pu faire à mes enfants. J'aime mes enfants si fort. Je suis bénie d'être leur mère à chacun d'entre eux. Je veux uniquement le meilleur pour eux. Leur bonheur est très important pour moi. J'ai hâte d'être au jour où je pourrai les serrer dans mes bras et leur dire que je suis désolée. Je suis désolé, je peux pas. Elle va le lire pour moi. Je remercie Dieu pour chacun de mes enfants. Chacun d'entre eux est une bénédiction. Je n'ai jamais eu l'intention de leur faire du mal. J'espérais leur donner le plus d'attention possible. Et je suis désolée si je leur ai fait du mal. Louise et David Turpin, en sanglots, demandent pardon. Mais ils n'expliquent toujours pas leurs gestes. Alors auront-ils réussi à convaincre la salle d'audience de leur sincérité? Pour moi, ces larmes, ils les versent pour eux-mêmes. Ce sont des larmes de crocodile. David, entre autres, a la personnalité d'un psychopathe qui n'a pas d'affect, pas d'empathie. Donc à partir de là, ils pleurent sur leur propre sort et pas du tout sur le sort qu'ils ont fait subir à leurs enfants. Les larmes n'auront pas suffi. Le 19 avril 2019, après 4 mois de débat, le verdict tombe. Ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Aujourd'hui, les 13 enfants Turpin tentent de se reconstruire, mais ils restent traumatisés, avec pour certains d'entre eux des séquelles irréversibles. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil.
Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Estelle Durand. Direction La Vallée, en Charente-Maritime, pour une terrible affaire d'héritage. Au cœur de ce drame, il y a Estelle Durand, 45 ans. Tourmentée et fragile, elle tente de se reconstruire après une vie remplie d'épreuves. Et puis il y a Loïc, son frère. Il ne s'entend pas avec elle et il lui reproche ses mauvaises fréquentations. Et enfin, il y a une maison. Estelle veut la vendre, mais Loïc, lui, s'y oppose catégoriquement. Alors quand en septembre 2016, Estelle se volatilise sans laisser de traces, tous les regards se tournent vers son frère cadet. Loïc a-t-il quelque chose à voir avec cette disparition ? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Lundi 5 septembre 2016, en plein milieu de la nuit, un homme essaie de reprendre ses esprits. Des images violentes tournent en boucle dans sa tête. Derrière les murs de cette maison, il vient de commettre l'irréparable. C'est l'épilogue d'une affaire hors norme sur fond de haine, de rancœur et d'instinct criminel. Voici l'histoire d'une tragédie familiale. Tout commence à La Vallée, un petit village typique de Charente-Maritime, niché en plein cœur des marais. Dans les années 70, André Durand s'installe avec sa femme dans cette maison qui appartient à sa famille depuis des générations. Le foyer est modeste, mais le couple est comblé par la naissance de plusieurs enfants. Il y avait les parents Durand, qui avaient donc 3 enfants, donc Stéphane Durand qui était l'aîné, Loïc Durand et Estelle Durand. Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Alors madame était cantinière et monsieur travaillait à la brigade militaire de Rochefort. C'était quelqu'un qui était très impliqué, monsieur, notamment dans la vie de la commune, puisqu'il a travaillé à la mairie et qu'il était apprécié de tous. Stéphane Durand est l'aîné de la fratrie. Il a aujourd'hui 53 ans et il garde le souvenir d'une enfance heureuse. Mes parents se sont toujours bien entendus. C'était certes pas évident tout le temps parce que les revenus n'étaient pas très très élevés. Stéphane Durand, frère d'Estelle. Mais on n'a jamais manqué de rien et on a toujours été choyés. Les 3 enfants grandissent dans des conditions idéales. La maison, située à l'entrée du village, est bordée de ruisseaux et entourée de champs à perte de vue. De quoi faire les 400 coups. Et avec le temps, c'est surtout leur attachement à cette demeure qui unit la fratrie. La maison de la Vallée a été construite, vraiment, véritablement, des mains du papa Durand. Et il avait vraiment à cœur que quand il partirait, ses 3 enfants puissent bénéficier d'un toit. C'était vraiment ce qui lui importait. La résidence de la Vallée est le socle de toute la famille. Elle est le lieu des retrouvailles, des moments de bonheur qui ont marqué Isabelle, la femme de Stéphane. En fait, cette maison, elle regorge plein de bons souvenirs. Je revois ma belle-mère dans la cuisine, nous préparant sa fameuse tarte au citron. Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Je revois mon beau-père installé sur le canapé avec Stéphane, Loïc, s'écriant de joie devant un match de foot. C'était vraiment une maison... Le papa est décédé il y a peu de temps. Cette maison est l'objet de la succession entre les 3 enfants et chacun participe à l'entretien de cette maison. Et Estelle a grand plaisir à aller passer des moments là-bas dans cette campagne puisqu'elle habite normalement à Saintes. Estelle vit à moins d'une demi-heure du village, alors elle s'y rend régulièrement. Ses frères y viennent aussi à tour de rôle, car cette maison reste le symbole de leur histoire. Pourtant, elle est sur le point de devenir le théâtre de tous leurs malheurs.
un an après le décès des parents Durand, le lundi 5 septembre 2016, Estelle prévient ses proches qu'elle part quelques jours à la vallée. Et elle a justement proposé à Daniel, son compagnon, de la rejoindre le lendemain. Daniel avait prévu d'arriver le matin en compagnie de sa sœur, accompagné par sa sœur. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Pour retrouver Estelle dans cette fameuse maison. Donc il arrive sur les coups de 10 heures à la maison familiale et ce qui l'étonne, Francesca Sata, avocate des parties civiles, c'est que tous les volets de la maison sont fermés et qu'il tambourine à la porte et que personne ne répond. Ils font le tour de la maison, ils regardent par la véranda s'ils voient la trace de quelque chose, ils frappent, mais vraiment il y a aucun signe d'Estelle. Et donc à ce moment-là, n'obtenant toujours pas de réponse, Daniel décide d'appeler les pompiers. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Parce qu'il redoute que Estelle ait eu un accident domestique, qu'elle ait fait un malaise à l'intérieur et qu'elle soit pas en mesure de répondre. Très vite, les pompiers arrivent sur place. Ils forcent un volet pour rentrer dans la maison. Puis ils fouillent toutes les pièces à la recherche d'Estelle. Tout est à sa place. Il n'y a pas effectivement de désordre, de chaises renversées, de tables cassées ou autre. Aucune perturbation des lieux, je dirais, inquiétante. Il n'y a pas Estelle. Estelle n'est pas dans la maison. Et surtout, en rentrant dans la chambre, il constate que le lit n'est pas défait. Donc, visiblement, Estelle Durand, qui devait venir sur place la veille au soir, n'a pas dormi à cet endroit. Étrange. Son absence est incompréhensible pour Daniel. Mais il espère que Tom, le fils unique d'Estelle, aura des nouvelles. À ce moment-là, il a tout juste 22 ans. Il ne vit plus chez sa mère, mais il en est resté très proche. Daniel m'a appelé, il m'a dit que ma mère n'était pas là ce jour-là. Tom, fils unique d'Estelle. Que tout était en ordre, enfin rien n'avait disparu, il n'y avait pas ses affaires, et puis ça s'était volatilisé comme ça, sans donner de nouvelles. Tom l'appelle à son tour, mais pas de réponse. Il décide de se rendre aussitôt chez sa mère. Elle vit dans le quartier des Boifiers, sur les hauteurs de la ville de Saintes. Et là, surprise, l'appartement est vide lui aussi, et nouvelle surprise, le lit n'a pas été défait. Et donc là, l'inquiétude monte fortement. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, il contacte donc son oncle, Stéphane Durand. Stéphane panique lui aussi. Alors il appelle Estelle en boucle, 1 fois, 2 fois, puis 3. Et il laisse des dizaines de messages. Elle n'a répondu ni à mes textos, ni à mes coups de téléphone. Je m'inquiète beaucoup, mais je voulais pas me l'avouer. Je me disais vraiment que c'est pas possible. Enfin, je préférais pas m'avouer qu'il s'est passé quelque chose de grave, même si je le pensais, je le craignais fortement. Les proches d'Estelle espèrent qu'elle va finir par se manifester. Mais la nuit passe et elle ne donne toujours pas signe de vie. Le mystère s'épaissit et l'inquiétude monte d'un cran. Le lendemain de sa disparition, Tom et son oncle Stéphane alertent la gendarmerie. C'est l'adjudant-chef Monjou qui recueille leurs témoignages. Donc on a en face de nous Tom qui pleure, qui nous dit c'est pas normal. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. Ma mère m'appelle très souvent, de manière quasiment quotidienne. Là depuis dimanche ou lundi, il n'a plus de nouvelles de sa mère. Je prends cette disparition comme très inquiétante. C'est là que Tom livre une information aux gendarmes. Quand sa mère se rend à la vallée, dit-il, sa meilleure amie, Émilie, vient en général la récupérer à l'arrêt de bus. Pour s'en assurer, l'adjudant-chef Monjou décide de l'interroger. Les gendarmes me demandent si
Donc si elle est bien arrivée à la vallée, et effectivement, je suis allée la récupérer le lundi soir. Émilie, meilleure amie d'Estelle. Elle était bien chez elle avec son sac à main et son gros sac de voyage vert, comme d'habitude, toujours les mêmes affaires. Et après, une fois qu'elle est là-bas, elle avait que son petit programme de prévu, c'était se mettre devant sa petite émission télé. N'oubliez pas les paroles de Nagui, c'était une émission qu'elle adorait. En apprenant la disparition de son amie, Émilie est affolée. Et elle part à son tour à la recherche d'Estelle. Je me vois même le soir, moi, à ma débauche, faire un petit crochet pour... Je passe devant la maison et j'ai remonté les marais en essayant de chercher son sac de voyage parce que il n'y avait plus rien en fait. C'était comme si Estelle était partie au final parce qu'il n'y avait pas son sac à main, il n'y avait pas son sac de voyage. Et donc je suis passée dans les marais en essayant de trouver un sac et je l'appelais. Je criais « Estelle, t'es-elle ? T'es où ma t'es-elle ?» Oui. Aucune réponse. Estelle semble s'être volatilisée. Émilie est bouleversée. À ce stade, tous les scénarios sont possibles. Et si en réalité, il était déjà trop tard pour la retrouver ? Car les gendarmes s'apprêtent à découvrir qu'elle est une femme imprévisible et tourmentée. Au 3e jour de recherche à la vallée, les enquêteurs s'activent. Et pour percer le mystère de la disparition d'Estelle, ils veulent comprendre à qui ils ont affaire. Alors ils entendent en priorité ses proches, avec une seule question. Existerait-il une raison pour que cette femme de 45 ans ne donne plus signe de vie ? Ma mère, c'était quelqu'un de joyeuse, de très joyeuse. Estelle était très très dynamique, très chaleureuse. Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Très généreuse. On avait l'impression en fait qu'elle souriait avec son regard. Pour Noël, on se retrouvait tous et tous les enfants étaient là. Stéphane Durand, frère d'Estelle. On savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent et elle mettait un honneur à nous faire des cadeaux quand même. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. C'est ma meilleure amie. Voilà, pour moi, il n'y aura pas d'autre femme. Je peux avoir des bonnes amies, je pourrais en avoir, mais ma meilleure amie, c'est Estelle. Tous les proches décrivent une femme aimante. Les enquêteurs ne voient pas pourquoi elle les aurait abandonnés sans donner d'explication. Mais au fil des auditions, ils découvrent aussi son côté sombre. Estelle aurait-elle été rattrapée par de vieux démons ? En creusant un peu plus loin dans la biographie, dans la vie de la disparue d'Estelle Durand, les enquêteurs se rendent compte que tout n'était pas peut-être si scintillant. C'est aussi une femme qui a été très abîmée par la vie. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Et